Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission, comme toujours. Alors voilà, nous avons une jeune femme aujourd'hui pour l'émission. Son nom, c'est Karel. Quel beau nom, un nom qu'on n'entend pas souvent. Alors, Karel, j'ai jamais entendu son partage comme vous. Je vais entendre ça pour la première fois ce matin. Et puis, elle nous disait, quand elle est arrivée, qu'elle nous écoute souvent. À toi, Karel, de participer et tu vas pouvoir t'écouter éventuellement. Alors, à toi. Yes, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Karel. Je suis définitivement alcoolique. Oui, effectivement, j'écoute la radio AA. En fait, je l'écoute pas à la radio, je l'écoute sur Spotify. Donc, j'écoute mais c'est ça, je suis vraiment comme choyée aujourd'hui d'enregistrer ici. J'avais depuis le début de mon rétablissement, soit en octobre 2020, à chaque fois que je prenais la voiture puis que je faisais un petit peu de route, tu sais, pour comme éviter d'avoir je sais pas moi, des envies de consommer ou quoi que ce soit, tu sais. Surtout que dans les déplacements, souvent avant, l'objectif du déplacement, c'était principalement pour aller consommer. Fait que fallait que je remplisse un peu l'espace mental dans la voiture avec d'autres choses. Puis la radio des alcooliques anonymes m'a vraiment accompagnée pendant ces moments-là. Et puis je me suis dit, tu sais, il y a toujours l'appel à ceux qui veulent participer, venir enregistrer. Puis moi j'ai juste dit à l'univers comme quand je serai prête, comme ça va arriver, je vais enregistrer. Je sais pas comment ça va arriver. Puis je suis impliquée ici, je suis impliquée dans le mouvement. Et puis c'est comme ça qu'une des personnes qui était impliquée justement à la radio des AA m'a trouvé puis m'a demandé, sans que j'ai rien à faire, de venir partager. Fait que c'est vraiment ça, je pense, le lâcher prise. En fait, là, tu sais, je suis due pour partager aujourd'hui, là, carrément. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Donc voilà, je vais parler un petit peu de où je viens, de par où je suis passée, puis tranquillement de mon réveil spirituel un petit peu là. Donc moi je suis une fille de Québec, donc ça explique là en ce moment on est à Montréal, je vis à Montréal, donc j'ai beaucoup je vais voir souvent ma famille à Québec. C'est ça, pour les voir ou même durant la pandémie là, pour aller passer quelques semaines là-bas. Et c'est ça. Donc je viens de Québec, 2 parents de Québec, je veux dire une famille qui m'a tout donné vraiment, là, tu sais, je veux dire chacun fait vraiment de son mieux. C'est ça. Moi comment je pourrais dire ça, dans ma famille, il y a pas nécessairement tu sais, je veux dire, mes parents, tu sais, ils consomment pas nécessairement de l'alcool ni de la drogue, tu sais, c'est vraiment une famille, disons, fonctionnelle, là. Mais c'est ça, moi, quand je suis très, très jeune, je nais, dans le fond, avec pas de glande thyroïde en soi, là, tu sais, ce qui est pas vraiment une problématique énorme. C'est vraiment juste... la problématique que ça peut apporter, c'est que, en fait, j'ai développer mes os un peu en retard, puis il y a aucune problématique, même j'ai un médicament depuis que je suis née, puis si on n'avait pas fait un problème avec le non-problème, ça aurait été correct, là, je veux dire, on n'aurait pas comme... Mais le médecin en soi, ma famille, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont comme fait un gros cas de ça, puis on m'a rapidement expliqué que si j'avais pas de traitement, c'est-à-dire si j'avais pas les médicaments pour traiter ma glande thyroïde, c'est-à-dire le manque d'hormones, mettons, naturelles dans mon corps, je serais obèse et complètement, mon cerveau se serait pas développé. Fait que tu sais, je serais comme, tu sais, super comme idiote, I guess, je sais pas comment dire ça. Puis j'aurais des problèmes de surpoids. Puis rapidement aussi le médecin même à travers les différents examens, tu sais, puisque j'avais un spécialiste en c'est un ORL, là, otorhinolaryngologiste, tu sais, qui
me pesait puis qui me faisait vraiment comprendre que j'étais comme en haut de la courbe de poids normal. Puis tu sais, il y a comme eu toute cette espèce de pression sociale là déjà quand j'étais super petite à me faire comprendre que j'étais comme pas normale, puis que j'étais déjà plus grosse tu sais que j'aurais dû être, mettons, puis que normalement je devrais être conne dans le fond. Fait que tu sais comme je pars avec ce bagage là dans une famille, ou même pas dans une famille, là, je dirais dans une société qui ne jure que par le physique puis par l'intelligence. Fait que tu sais, déjà moi je me sens comme à quelques points en moins, disons. Un petit peu c'est ça. Fait que tu sais, je me bats contre ça pendant tu sais, je pense toute ma vie en soi là. Puis tu sais, encore une fois, c'est tout le temps une perception, tu sais, chacun, c'est moi ma perception, je pars avec ce bagage là, puis forcément que quand quelqu'un parle du poids, quand quelqu'un parle de l'intelligence, moi je me sens, tu sais, c'est ma perception qui me juge en défaveur de qu'est-ce que je devrais être, mais c'est pas nécessairement des actions que des personnes ont posées spécifiquement pour me faire sentir comme ça, tu sais. Ça, je tiens comme à le mentionner quand même, là, parce que mes parents, ils m'accompagnent dans ce processus-là aussi, d'être sobre, puis ils ont vraiment été des super bons mentors, ils m'ont toujours accompagné dans toutes les étapes de ma vie, fait que, tu sais, j'ai jamais voulu à aucun moment de, même mes partages, de comme remettre quelque chose entre leurs mains qui serait quelconque négatif, là, je veux dire, j'ai énormément de gratitude de les avoir avec moi, puis c'est ça. Donc, tu sais, des fois, je parle fil un petit peu, Tu parlais de ce oui. ce que la société avait comme modèle, la minceur, l'intelligence. Toi, tu pars déjà avec ça en arrière, puis aussi la pression que tu as reçue par rapport à ce que ta glande thyroïde finalement fonctionne pas comme tout le monde. Ben exactement, tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, forcément, on me rappelle que quand j'étais jeune, t'aurais dû être plus grande, t'aurais dû être plus mince, tu sais. Fait que là, tu sais, on t'impose, hein. C'est ça, une espèce de modèle qui est comme très très ancré. Puis tu sais, vite, je comprends que ben là, tu sais, il y a des choses que je peux pas manger parce que sinon je vais comme engraisser vite. Fait que tu sais, ça met dès le vraiment très très jeune âge, tu sais, des notions dans ma tête comme quoi que je suis inadéquate un petit peu par rapport à la société. Puis bon, c'est ça. Fait que j'avance là-dedans. Puis là, au primaire, tu sais, tout va bien, j'ai des super bonnes notes, là. Au niveau de l'intelligence, je doute pas nécessairement qu'il y a un problème. C'est vraiment, tu sais, plus au niveau de mon physique, tu sais. Mais au niveau de l'intelligence, je me mets beaucoup de pression, tu sais. Je suis très perfectionniste des deux côtés. Puis tu sais, le perfectionnisme peut amener, genre, beaucoup de... Tu te mets de la pression qui est comme non nécessaire, puis t'as des limites, t'as des objectifs qui sont inatteignables. Fait que, tu sais, comme toute ma vie, j'ai eu ça. Puis c'est ça. Puis là, je rentre au secondaire. Et puis là, ben forcément, c'est ça, je me suis fait vraiment écœurer comme bully là, sur mon physique en secondaire 1. Puis ça l'a vraiment déclenché quelque chose de... Tu sais, comme j'étais vraiment rejet, là. On m'a beaucoup écœuré, là, c'est-à-dire une gang de jeunes qui s'en prend spécifiquement directement à moi en me traitant de mots absolument diminutifs là, par rapport à mon physique. Fait que j'étais OK, t'as peu là. Si j'avais raison ou comme la société a raison, je suis inadéquate par rapport à ça. Fait que là, je décide de changer d'école de secondaire 1 à secondaire 2. Et c'est là un peu où moi je vois dans ma vie le switch de comme... tu sais, de dépendance en soi. Tu sais, c'est là où je peux comme voir le démarrage de qu'est-ce qui va faire de moi genre une tu sais, oui, une dépendante affective, mais tu sais, une dépendante aux drogues, une dépendante à l'alcool, à tout ce qui est extérieur pour que finalement recevoir ces compliments-là de la société. En fait, c'était vraiment ça que je voulais. Puis c'est ça. Fait que là, je décide de changer d'école entre secondaire 1 et secondaire 2. Mais là, je me dis que ça ne va pas se passer pareil quand je vais rentrer en secondaire 2. Donc, entre les 2 années, là, c'est même cet été-là, là, je l'ai ancré dans ma tête comme presque c'était hier, là, tu sais, j'avais 11 ans, 12 ans, je me fais des amis dans le quartier, je commence à consommer de l'alcool, de la drogue, je me suis même fait un chum juste pour arriver à l'autre école puis tu sais, être la fille cool qui a déjà vécu comme plein d'affaires. Puis c'est ça qui est vraiment surprenant, mais surprenant, négativement surprenant, c'est que ça a fonctionné. C'est que je suis arrivée à l'autre école après, en secondaire 2. Puis là, j'avais maigri énormément parce que j'avais pris des laxatifs, j'avais comme, tu sais, à 11 ans déjà, j'avais des troubles de boulimie, anorexie, drogue, je prenais, tu sais, bon, des drogues comme du speed, beaucoup d'alcool. Et puis là, ben forcément, j'avais perdu à peu près 30-40 livres, je rentre en secondaire 2, et puis là, ça fonctionne. Je suis acceptée
de tous. Même j'ai des commentaires de ma famille, tu sais, comme des gens autour de moi qui me disent « Hey, wow, Karel, t'as donc bien maigri, t'es donc bien belle. » Tu sais, comme la société, elle est malade, là. À un moment donné, genre, c'est comme ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, on peut juste s'accepter comme on est. Tu sais, je veux dire, quand même que je pèserais... On s'en fout, là, je veux dire, il faut juste qu'on soit bien à l'intérieur de nous. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui me rend complètement, en tout cas, très, très, très edgy, même encore aujourd'hui. En réaction, genre, hein? En réaction, là, je suis comme, qu'on traite pas quelqu'un, en tout cas, tu sais, tout commentaire sur le physique d'une autre personne, là, moi, ça m'atteint énormément, là. Mais en tout cas, fait que... Je chemine là-dedans, forcément en secondaire 2, ben là, j'arrive, je me fais des amis, bon, plus facilement, j'intègre une gang d'amis, donc là, forcément, t'as ce sentiment-là d'appartenance que je développe, que j'avais pas eu avant, puis que j'ai pas nécessairement eu besoin d'avoir, que j'ai senti à travers ma famille, donc là, tu sais, le sentiment d'appartenance, j'essaie d'aller le chercher, justement à travers ces amis-là, ces gangs-là de rue. Et puis, je pense que je vais te laisser la parole, Isabelle. On va se laisser là-dessus sur le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Ouais, exactement. Ouais. Merci, Karel. Merci, tellement clair que ce que tu viens d'expliquer sur comment qu'on peut avoir les modèles physiques et pas juste physiques, hein, même. Ils ont atteint au niveau psychologique qu'est-ce que tu devais être dès cette image-là là, est tellement profonde de ta petite enfance, tu sais, que tu dois correspondre à une échelle dans ton développement, une échelle de grandeur, une échelle de grosseur, une échelle de développement dans ton cerveau au niveau puis là, heureusement, tu dis que ce côté-là allait bien, là, académique. Imagine-toi si ça avait pas été bon, coudonc. Puis comme tu t'as bien expliqué aussi que ça a marché, le fait que finalement tu te dis je vais me détruire, je vais m'en aller dans leur modèle, je vais me détruire, je vais pas m'accepter tel que je suis, je vais m'en aller du tout dans le sens contraire, consommer, puis devenir malade finalement pour que tout le monde m'accepte, puis ça marche. Hey, c'est super une affaire. Il y a des questions à se poser, hein? Oui. Merci beaucoup, c'était clair en tout cas. Moi, je l'ai bien entendu, j'imagine que nos auditeurs aussi. Alors, on va à la pause. On a encore 3 segments avec elle, alors restez avec nous. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, merci d'être encore avec nous, chers auditeurs. Alors, nous sommes avec Karel aujourd'hui, une belle jeune femme qui est avec nous pour nous partager sa vie et puis comment elle est arrivée avec nous. Avant tout, avant de lui recéder la parole, je vais lire un court texte de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes. Je suis à la page 236 et puis c'est le 15 août. Qui n'a jamais blessé personne? Il y en a parmi nous qui avons par contre été confrontés à un tout autre obstacle. Nous prétendions obstinément qu'en buvant, nous n'avions jamais causé de tort à personne, si ce n'est à nous-mêmes. Les 12 étapes et les 12 traditions, page 91. La 8e étape semblait tellement facile. J'ai identifié plusieurs personnes que j'avais lésées, mais elles n'étaient plus là. Pourtant, cette étape me mettait mal à l'aise et j'évitais les conversations sur ce sujet. Avec le temps, j'ai appris à m'interroger sur les étapes et sur les aspects de ma vie qui me mettaient mal à l'aise. En cherchant bien, j'ai découvert que j'avais beaucoup fait souffrir mes parents en m'isolant d'eux, que j'avais causé des soucis à mon employeur par mes absences, mes pertes de mémoire et mes humeurs, que j'avais fui mes amis sans explication. Face à cet art bien réel, la 8e étape a revêtu un sens nouveau. Je ne me sens plus mal à l'aise, mais purifié et léger. Toujours des belles façons de réfléchir et d'approfondir justement nos malaises, nos défauts de caractère, etc. Tout ça pour grandir, hein, puis devenir des meilleurs êtres humains pour soi et pour les autres. Alors, Karel, justement, nous parlait de sentiment d'appartenance. Elle était rendue comme secondaire 2, puis elle nous expliquait comment toutes les transformations qu'elle a fait ont fait en sorte qu'elle a pu être acceptée. Pas en santé, mais être acceptée. Alors, je lui laisse nous expliquer la suite. Alors, à toi, ma chère.
Ben oui, merci beaucoup. Oui, donc effectivement, j'avais la preuve là que ma transformation physique, disons, avait fonctionné en termes d'acceptation là, sociale. Donc tu sais, c'est comme si peu importe qui j'étais, on l'avait comme tu sais détruit en fait au départ. Puis là moi je m'ajoutais des valeurs, je m'ajoutais des traits de personnalité, je m'ajoutais des traits physiques, des passions, des loisirs par rapport à ce que les gens autour de moi, je pensais qu'ils voulaient que je sois. Tu sais, fait que y a rien dans le fond dans toute ma vie, tu sais que j'avais mis en place ou qui était mis en place, que c'est moi qui avait vraiment choisi ça. Fait que tu sais à un moment où, dans ma vie, je me suis tu sais, tu te rends compte que ce que t'es, c'est pas toi du tout, tu sais, c'est comme puis c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment comme une genre de prise de conscience là, ça a pris un moment avant que je m'en rende compte. Mais c'est ça. Donc pour avancer là-dedans, tu sais, moi dans le fond à 18 ans, même très jeune, en fait, j'ai toujours eu vraiment envie d'aller découvrir d'autres choses que ma famille, tu sais, de soit aller dans des camps d'été à l'extérieur du Québec, aller voir d'autres familles, tu sais, j'avais cette curiosité-là de voir comme qu'est-ce qui se passe ailleurs, je peux pas croire que c'est ça la vie, genre montrez-moi d'autres choses, s'il vous plaît. Fait que, bref, beaucoup d'été dans ma jeunesse, je suis allée dans l'Ouest canadien. Puis à 18 ans, je décide de partir en France pendant 3 ans. Et ensuite de ça, moi, j'ai voyagé de 18 ans à 28 ans, non-stop, en Europe, en Asie, comme partout. Et aujourd'hui, j'appelle ça clairement de la fuite géographique, là, on s'entend. Mais bon, tu sais, il y a deux côtés à cette médaille-là. Tu sais, oui, je fais de la fuite géographique, mais tu sais, à travers ça, j'ai quand même énormément appris, là, on s'entend. Tu sais, j'ai vécu en France pendant 2 ans et demi, j'ai vécu en Écosse pendant 1 an, au Pérou et au Portugal pendant 3 ans. Et après, à travers ça, à travers ces expériences-là, tu sais, il y avait, puisque j'étais loin de mon comme cadre, tu sais, je pouvais quand même me développer. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'avais cette passion-là justement du voyage parce que ça m'éloignait un peu. Tu sais, j'essayais d'aller me combler là-dedans ou du moins apprendre qui j'étais à travers ça. Puis je rentre à l'université justement en administration parce que tu sais moi je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc tu sais dans toutes les facultés universitaires, je me suis jamais posé la question à savoir dans quelle faculté j'allais rentrer. Tu sais c'était sûr que j'allais en admin. On m'a dit va en admin. Tu sais de toute façon je pense pas que j'avais les notes à ce point-là d'aller dans d'autres trucs, mais tu sais j'avais pas de modèle nécessairement ingénieur. Tu sais, mes modèles à moi, autant mon père, mes grands-pères, mes oncles, tout le monde est entrepreneur. Fait que je dis, bon, je vais rentrer en admin. Puis là, je rentre dans la faculté d'administration à l'Université Laval à Québec. Je m'en vais au bureau international direct. Puis je leur dis que moi, je veux faire mon bac pour avoir la paix, là, mais je veux juste pas être à Québec. C'est quoi le programme que je peux prendre pour jamais être ici, tu sais? Tout le temps passer à un baccalauréat. Puis là, elle me dit, la fille, va-t'en en technologie de l'information. C'est va-t'en en TI, tous tes cours vont être à distance. Fait que tu sais, au moins tu vas pouvoir comme voyager. Je suis comme parfait vendu. Tu sais, j'ai aucune idée c'est quoi la TI. Là, je suis comme bon, ok. Mais là, moi j'embarque là-dedans en TI, puis je suis comme ok, cool, c'est donc bien nice. T'sais, finalement, j'aime ça la tech vraiment. Tu sais. Puis tu sais bon. Fait que c'est un peu encore ça qui m'a différencié du cadre familial, puis là, ben, c'est ça, j'embarque dans ce mood-là un peu techie, geek, où j'apprends à programmer, j'apprends à coder, j'apprends à faire des sites web, puis tout ça me donne la capacité de continuer à voyager parce que je travaille en même temps que je voyage. Donc, puis j'organise des événements ailleurs, j'ai réussi à me trouver des jobs vraiment facilement, à cause de justement mon background, ben, comme mes études en tech. Et puis, donc, c'est ça, à 27 ans, j'étais au Portugal, ça faisait 3 ans que j'étais là, puis tu sais, j'avais tout ce que je voulais, là. Je venais de finir à 27 ans, ça faisait 2 ans que j'avais fini mon bac, tu sais, je parlais comme 4 langues, j'avais un appart là-bas, j'avais tout ce que je voulais dans la vie, comme vraiment, je vivais ailleurs, mais il me manquait encore, tu sais, tout le temps de quoi, tu sais, j'étais comme pas comblée, j'avais tout le temps cette espèce de vide-là. Fait que finalement, je décide de revenir au Canada, je reviens à Québec, à ma ville natale. Puis à travers ça, tu sais, avec du recul, je me rends compte qu'il y a eu énormément d'alcool, puis qu'il y a eu énormément de parties à chaque fois, puis tu sais que je voyageais beaucoup pour ça aussi là, tu sais. Ça c'est vraiment en tout cas avec le recul que je me rends compte que tu sais même quand je vivais
au Portugal, tu sais, j'avais déjà perdu la maîtrise de ma vie parce que je prenais des décisions déjà en fonction de quand je vais pouvoir faire le party, quel job peut m'amener telle affaire. En tout cas, tu sais, des fois, je disparaissais comme 2-3 jours sur le party, puis comme je revenais pas, mes colocs étaient inquiets. En tout cas, tu sais, puis j'étais là, c'est juste chill. J'étais juste la fille, tu sais, drôle vraiment sur le party, mais tu sais, en tout cas, c'était ça. Donc, je décide de revenir à Québec, et puis là, je suis pas plus heureuse à Québec. Je commence à consommer vraiment plus de drogue. Tu sais, j'habite dans un petit quartier, dans un quartier en basse ville de Québec. Donc là, tu sais, je suis comme pas heureuse. Et puis, j'ai des fréquentations un peu louches. Bref, tu sais, comme la drogue prend vraiment plus de place. Puis là, je prends la décision de aller en Asie, parce que en Asie, en Thaïlande, précisément là, ben c'est ça, il y a une certaine substance que je consommais qui est complètement interdite, que tu peux comme aller en prison pour puis être comment je pourrais dire ça, être accusé à mort en fait si t'es pris avec certaines drogues, tu sais. Fait que je me suis dit ben je vais aller là-bas, tu sais, je vais être safe, mais là comme forcément je fais du transfert, donc tu sais je bois énormément, beaucoup d'alcool, et puis je tombe en amour avec un gars comme pas rapport que je ramène à Montréal après, tu sais. Fait que encore tu sais je le vois un peu mes patterns là avec du recul que tu sais à chaque fois tu sais j'essaie de combler mon vide, tu sais là j'essaie de mettre des choses dans ma vie qui fonctionnent pas, puis là, ben, c'est ça, je m'en vais, je fais un tour du monde, puis je m'en vais là-bas, je ramène ce gars-là à Montréal, mais là, à Montréal, il y a de la consommation, forcément, fait que là, lui, il est là, puis là, il m'énerve parce que je peux comme pas consommer s'il est là, fait que là, ben, je le fous à la porte, le pauvre. Fait que, tu sais, je commençais vraiment à voir que j'avais, tu sais, des problèmes de consommation, puis là, je déménage d'appartement dans l'objectif de arrêter de consommer, tu sais, je me dis, ben, quand je vais arriver dans mon autre appartement, je consommerai plus, tu sais, puis là, forcément, je reconsomme, tu sais, ça, c'est ça. Fait que là, ça me suivait vraiment partout. Puis j'essayais vraiment d'arrêter de consommer. Puis tu sais, à travers ça, il y a, tu sais, ma carrière s'est comme développée. J'ai démarré mon entreprise, tu sais, comme avec tout ça. Et puis, ouais, c'est ça. Puis là, quand tu démarres une entreprise, forcément, t'as pas le choix de faire, beaucoup de 5 à 7, des réseautages, tu te donnes pas le choix de faire ça, en soi. Fait que là, forcément, je m'embarque dans tout ce monde-là de, comme, relations publiques, puis là où, il y a vraiment aussi beaucoup de consommation, des événements tout le temps. Fait que, finalement, je finis par boire puis consommer tous les soirs, mais ça passe un peu comme dans le beurre, parce que c'est comme, c'est accepté, en soi. Puis là, je suis dans mon nouvel appartement, puis j'essaie en parallèle de me donner des règles pour arrêter de consommer. Tu sais, comme, pas la semaine, juste la fin de semaine. Mais là, à chaque fois, il y a des petites occasions qui font, pas la semaine, mais à soir, c'est correct, genre, tu sais. Là, j'ai regardé mon calendrier, le lendemain, j'ai rien, fait que, tu sais, je peux consommer à soir. Mais tu sais, ça finissait que, genre, un moment donné, là, je consommais à chaque jour, puis c'était l'alcool le matin, puis tout ça, là. Mais tu sais, c'est ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment malsain. Puis, la pandémie tombe, là, la pandémie arrive, et puis j'avais mis une autre petite règle là, dans ma liste de comme, tu sais, fais telle chose pour arrêter de consommer. Puis dans ces choses-là, j'avais écrit de m'acheter un chien pour arrêter de consommer. Donc quand je vais avoir mon chien, je vais arrêter de consommer. Mais finalement, j'ai pas réussi à arrêter de consommer. J'avais aussi dans cette liste-là, coupe tes cartes de crédit, de débit pour arrêter de consommer. Coupe ton téléphone pour arrêter de consommer. Tu sais, j'avais une liste de 10, puis à la fin de cette liste-là, j'avais écrit aller en thérapie. Tu sais, fait qu'il fallait que je passe. Si j'étais capable d'arrêter avant, tu sais, j'allais c'est ça, j'allais pouvoir comme si j'étais capable d'arrêter avant, j'aurais pas eu besoin comme d'aller en thérapie, mais là, je me suis malheureusement rendue jusqu'à la fin de cette liste-là. Donc voilà, pour la liste des tentatives d'arrêt de consommer, on a le voyage, on a eu plein d'affaires. Je vais te laisser prendre la parole. C'est tellement intéressant, Karel. Merci. Aïe, aïe, quelle voyageuse. En tout cas, c'est tellement intéressant de t'écouter. Tu m'as fait aussi voyager, mais à quel point hein, c'est sournois l'alcool. C'est ça qui est monté pendant que tu parlais, comment c'est sournois. On dit cette maladie-là est comme ça. Parce que ça s'est infiltré à ton insu finalement, là, tu sais, comme de toutes les façons, puis même n'importe où, n'importe comment, puis là, dans ta vie professionnelle, puis tu sais, ça vient comme une raison de... Puis aussi tes solutions, on essaye ça, tu sais, des solutions, puis quand on est alcoolique, il y a rien qui fait, tu sais. Ah, wow, avec ta liste de 10, ça parle tellement. Merci.
Puis en plus, t'as des qualités dans le web pis tout ça, c'est super intéressant d'entendre. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors, parce que là, on va être rendu là au prochain segment. Alors, restez avec nous, chers auditeurs, parce qu'on va savoir c'est quoi la solution. La solution! On va savoir ça tout à l'heure après la pause. Alors, à tantôt! Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours avec Karel et les nombreux pays qu'elle a voyagé. Si vous étiez avec nous, vous avez entendu tout ça. Moi, je suis fascinée. Alors, nous avons, je vais vous informer sur notre émission de radio avant de lui repasser la parole. Alors, nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez en plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour, en fait, depuis 2020, comme on est en podcast, ainsi que tous les archives de partage radio. Alors, les podcasts peuvent s'écouter via la plateforme de votre choix et puis aussi, vous pouvez venir partager votre histoire personnelle. Vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Nous avons une boîte vocale. Je vous donne le numéro 514-374-3688. Poste 3. Alors, vous pouvez nous laisser un message si vous voulez nous faire des commentaires ou venir partager. Nous, on a besoin de vous, c'est sûr, pour donner notre beau message à l'alcoolique qui souffre encore. Alors, notre studio est à Montréal, au bureau des services régionaux 3920 rue Rachel. Nous sommes une belle équipe et on va vous accueillir. Et puis, vos commentaires sont les bienvenus en tout temps. J'ai un petit quelque chose qui est arrivé dans ma gorge. Alors, je vais vous laisser la parole à Karel à ce moment-là. Ça va laisser passer tout ça. Et puis, Seigneur, quel parcours! Elle est rendue après ces 10 choses qu'elle devait faire avant d'arriver à la thérapie. Donc, j'imagine qu'on est rendu là. Exactement. Alors, je te cède la parole. Raconte-nous ça. Oui, exact. Mais tu sais, c'est ça, juste... pendant la pause, là, tu sais, justement, il y avait cette question-là de savoir un peu... pendant la pause, on discute tout le temps comme off-mic. Puis, comme j'ai des gros termes, genre full de... Très techno, Ouais, c'est ça, ça n'a pas rapport. En tout cas, mais... ouais. Puis dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui m'a poussé à justement voyager comme ça, c'est, tu sais, l'espèce de vide intérieur, la peur, là, tout le temps de pas être accepté, tu sais, d'aller remplir ce vide-là partout. Je pense que ça me motivait énormément à, justement, me botter les fesses et partir à l'international, puis tu sais, l'envie de découvrir, justement, le fait de pas faire confiance nécessairement à mon environnement dans lequel je viens, puis de dire, ben là, je vais aller chercher de l'information ailleurs, parce que j'ai pas assez d'infos pour me faire une idée de c'est quoi qu'on devrait être en soi, là, tu sais. C'est ça, fait que... Mais à travers tout ça, tu sais, je me rappelle, en tout cas ma mère elle me le rappelle souvent qu'à 5 ans, je sais pas si j'avais vu une annonce à la télé qui avait des cours d'anglais, un camp d'anglais, là, puis le minimum d'âge était 7 ans pour rentrer au camp. Mais là, ma mère a fait comme, ok, ben là on va y aller, tu sais, on va voir si la madame elle te laisse rentrer, tu sais. Fait que là, on était allés, puis j'avais comme agi en grande fille, mettons, là, tu sais, t'as 5 ans, là. Puis là, ils m'avaient accepté dans le camp. Fait que à partir de ce moment-là, je pense que ça a comme enlevé mes barrières où, ok, là, il y a des règles, là, mais comme, sont pas là pour être réglées, pour être comme, c'est ça, tu sais, respectées en soi. Puis tu sais, mes parents, c'est ça, c'est des fonceurs, ils ont leur entreprise aussi. Fait que tu sais, ils m'ont donné toute cette détermination-là, cette force de, comme, ok, go, tu veux le faire, mais fais-le, il y a rien qui va t'empêcher de le faire. Si tu veux, go, on t'accompagne puis on le fait.
C'est ça. Puis après, tu sais, la pression qui vient autour de ça, c'est, comme je disais, c'est vraiment personnel. Il y en a qui s'en mettent d'une certaine façon, d'autres d'autres manières, mais il y a beaucoup de qualités, de force de personnalité qui m'ont donné que ça, je pense que si j'avais pas ça, j'avais juste le reste, tu sais, j'aurais pas eu nécessairement, tu sais, peut-être la force justement de m'en sortir ou d'aller comme voyager comme ça, ou tu sais, j'aurais peut-être resté justement à Québec puis j'aurais consommé, tout, tu sais, pendant ces années-là. Fait que, bon, c'est pour ça que je suis vraiment dans la gratitude d'avoir ces qualités-là. Et, mais c'est ça. Donc là, je suis arrivée à un moment où, effectivement, je me suis fait comme une liste de choses, ok, là, je vais faire ça pour arrêter de consommer. Puis j'ai eu la merveilleuse idée, mais comme d'aller en Colombie, moi, à un moment donné. Puis je vais en Colombie pendant comme 1 mois. Puis à partir du premier, ben, tu sais, ça tombait du premier, en tout cas, décembre, janvier, là, je sais pas trop. Puis à partir du 1er janvier, j'étais en Colombie, je décide de comme pas boire d'alcool, donc d'être sobre. Mais j'ai consommé d'autres substances énormément, tu sais, pendant ce temps-là, puis j'étais comme dans le pays pour comme, en tout cas, abuser de tout ça vraiment. Fait que ça m'a comme mis dans la tête que j'avais pas de problème d'alcool, j'avais juste des problèmes d'autres choses. Fait que tu sais là, c'est ça. Mais tu sais aujourd'hui j'en ris là, puis même le premier meeting que j'ai fait, en tout cas, c'est cute à mort là, tout ça là. Genre quand tu rentres dans le programme, ouais, c'est ça. T'as pas de problème d'alcool. On verra bien. Donc c'est ça, j'ai écrit ma liste et puis c'est ça, moi à travers ça comme j'ai dit, j'ai démarré mon entreprise. Donc j'ai une incorporation là, dans le domaine du web, du marketing et tout. Et puis ça démarre justement en 2019. Puis à travers ça, je perds la maîtrise de ma vie, tu sais, à travers cette liste-là. Donc, tu sais, je gère une entreprise, puis je descends dans ma liste, c'est-à-dire que je coupe ma carte de crédit de débit, j'ai plus de téléphone, puis je gère une business, là. Tu sais, comme, à quel point t'as perdu la maîtrise de ta vie? Genre, je veux dire, ça avait aucun bon sens. Tu sais, en tout cas, j'ai vraiment fait des affaires, j'ai beaucoup consommé, puis là, ben, forcément, il y a la pandémie qui arrive, et là, je me retrouve, ben, toute seule à la maison, et là, les clients qui cancellent un après l'autre, tac. Fait que là, ben, tu sais, il y a plus les 5 à 7, il y a plus rien, il y a plus de party, il y a plus grand-chose, je me retrouve vraiment toute seule à la maison, et c'est là où que vraiment je commence à consommer beaucoup, tu sais, donc chez moi. Puis, tu sais, il y a, ben forcément qu'on a des meetings en virtuel, donc tu sais, quand même que je sens l'alcool, tu sais, il y a personne qui s'en rend compte, tu sais, ça perd, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, c'est ça, fait que là, ça avance, puis je commence à le mentionner à des amis proches que genre, tu sais, Seigneur, je trouve que je consomme beaucoup, puis tu sais, mais un peu tout le temps à la joke, c'est ça, comme ça, puis tu sais, ça commence à moins bien aller, puis je commence à tu sais, voir des signes un peu de la dépression, puis tout ça, tu sais, ça va de mars, avril, l'été, je commence à le sentir plus, et là, à la Saint-Jean-Baptiste, 2019, il y a comme un petit relâchement dans la pandémie, et là, je me ramasse dans une place à Sainte-Adèle où je prends vraiment beaucoup trop de consommation, là, et puis, tu sais, c'est ça a comme été le début de mon bas fond où genre en mélangeant plein de substances, je me baigne, puis là mon chien, il saute dans l'eau, dans la piscine, puis il me graffigne l'œil, OK. Puis là je suis allée me coucher, mais tu sais genre j'ai comme vraiment souffert énormément de cet œil-là. Puis je saute un peu du coq à l'âne, mais en tout cas, on s'en va où est-ce qu'on s'en va, là. Puis c'est là où que vraiment mes amis ont vu comme genre, hey, ok, ça va pas bien, là, tu sais, si elle a besoin de consommer autant, tu sais, il y a vraiment un problème. Fait que là, je me ramasse à justement, avoir un problème avec mes yeux, et puis je vais voir un optométriste d'urgence, et là, à travers tout le fait que genre on prend soin de mon œil et tout, on se rend compte aussi que j'ai une vision j'ai besoin de lunettes, mais genre next level, là. Genre là, j'ai des 2.75 là, T'avais pas de lunettes? J'avais pas de lunettes avant, ok? Fait que ça explique tellement de choses, là, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, c'est ça, autant que à ce moment-là, j'étais pas spirituelle, mais là, je remercie l'univers de m'avoir donné ce coup de griffe-là dans l'œil, tu sais, pour m'être rendu compte de ça. Puis là, maintenant, je prends soin de mes yeux, puis je vais, tu sais, là, j'ai des lunettes, puis tout ça. Puis quand je les ai pas, là, je vois rien, là. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Puis avant, ce que ça fait, c'est quand tu vois pas de proche, ben forcément que tes yeux, ils se forcent énormément à chaque jour. Donc, j'étais vraiment exténuée. Ça expliquait tous mes maux de tête. Ça explique, tu sais, ma maladie dans ma tête aimerait
des fois, elle s'en sert de dire que c'est à cause de ça que je consommais. On est d'accord, quand Carré apparaît une fois de temps en temps, il avait dit, mais t'as pas de problème de consommation, t'avais juste besoin de lunettes. Tu sais, en tout cas, moi, je l'appelle la vieille folle. Et dans le coin de ma tête, des fois, puis elle avait dit, ouais, non, t'as pas besoin de... Non. Bon, je la laisse tranquille, je la tasse un peu. Mais bon, c'est ça pour dire que, ça m'a soigné au niveau, c'est ça, je me suis occupée de mes yeux. Et puis, voilà, à travers tout ça, tu sais, moi, je suis pas suivie autant en termes de... Tu sais, j'ai pas de travail social, j'ai pas de psychologue, j'ai comme personne là, qui me suit, tu sais, de manière médicale, parce que moi, j'ai perdu confiance dès mon jeune âge à tout ce qui est médecin et tout. Et puis, mon médecin de famille, il m'a jamais prescrit de pilules, tu sais, pour le trouble déficitaire de l'attention, le TDAH. Il a jamais voulu, lui, il est contre ça complètement. Fait que je fais comme, ok, bon, ben écoute, on avance là-dessus. Mais écoute, quand que je prends de la drogue, j'ai réussi à me concentrer. Quand que je prends du speed, j'ai réussi à être assis à l'école. Mais tu sais, écoute, ça doit être un hasard, là, on sait pas. Fait que là, je continue à évoluer là-dedans. Je me trouve une travailleuse sociale. Et puis là, ben, j'ai comme un gros bas fond où je deviens absolument non fonctionnelle, là, dans le mois d'août-septembre 2020. Et puis, je rencontre une personne qui a 2 ans de sobriété vraiment sur le hasard. Et il me fait son partage dans une voiture sur la 15 Nord. Moi, j'ai un tutu rose, genre un bandeau, là, je suis en complète déchéance, là. Puis là, lui, il le voit clairement, tu sais, on est capable de le sentir, puis il me fait son partage, puis il dit qu'il est à la maison Jean Lapointe. Fait que bref, je passe la semaine avec cette personne-là, puis mon autre ami qui essaie de me sevrer dans un chalet, genre, mais comme... essayer de sevrer quelqu'un sans être un travailleur social, ouais. Ou ça, là, c'est comme, j'étais la pire humaine de la Terre. J'ai tellement dit des atrocités. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Anyway, fait que là, je reviens à Montréal, je reconsomme, puis là, c'est là où comme ça chemine dans ma tête, où j'ai passé à travers ma liste de 10 choses. Puis là, je décide finalement d'appeler à la maison Jean Lapointe le 8 septembre, puis de dire, écoute, donne-moi encore 3 semaines, mais je rentre le 1er octobre. Puis voilà, donc 1er octobre, je rentre à la maison Jean Lapointe. 1er octobre, maison Jean Lapointe. Tu vois, c'est un signe. Puis j'ai le symbole, j'ai tes lunettes. Non, mais quand même, hein, où ça nous rend où, hein, là, tantôt c'est sournois, la folie. Oui. La folie et la mort, là, mais tu sais, en même temps, de voir clair. Finalement, c'est pas de voir plus clair dans ta vie. Ça finit par arriver un peu, tranquillement, pas vite, là. Ça s'en vient, hein? Wow, 1er octobre, maison Jean Lapointe. Ouf! Comment en arriver là? Faut-tu avoir des signes, hein? Oui. Des signes, un puis l'autre, puis c'est dur de nous convaincre d'arrêter, hein? On est comme, on veut tellement pas... moi aussi, j'étais comme ça, tu sais... Ça a été long avant que je réalise qu'il fallait que ça cesse, tu sais, tous les moyens imaginables, puis ça m'a fait rire ton tutu rose, puis ton bandeau, puis t'amener dans un chalet, te sevrer, c'est quand même tout un défi. Je comprends que tu les as maganés un peu. En même temps, ils se sont mis un peu dans le trouble. C'est encore mes amis, là. Heureusement. Ouais. Bon, on s'en va à la pause, Karel, puis on te retrouve tout de suite après. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Merci d'être encore avec nous, mes chers auditeurs. Toujours avec Karel, notre invitée aujourd'hui. Tellement intéressant, il me semble que je l'écouterais des heures. Puis il nous reste seulement un segment. Oh là là! Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec. C'est sur aa-québec.org. Ce site contient toute l'information sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens aussi le besoin de parler, il y a un numéro de téléphone, c'est la ligne d'aide téléphonique de ta région, c'est là que ça se trouve. Alors, si tu as besoin, si tu es en crise, n'importe quoi, tu as besoin juste de savoir où est-ce qu'il y a une salle, parler à quelqu'un, il y a quelqu'un pour t'écouter, pour t'aider, te guider. Alors, n'hésite pas. Aussi, sur notre site, il y a toute la liste des réunions. Et puis, comme on sait, avec la pandémie, maintenant, on a beaucoup d'autres, comme parlait la semaine dernière notre ami Ronald. Alors, il y a Zoom, aussi nous en a parlé tantôt, Karel aussi, Zoom, et puis les
et aussi il y a des réunions sur téléphone, il y a plein de en tout cas il y a des solutions. Il y a des solutions pour vous avec AA et plusieurs façons de faire des réunions et d'avoir l'aide qu'on a besoin. Alors je retrouve Karel parce que je veux lui laisser la parole. Je suis sûre qu'elle a encore plein de choses à dire puis je veux l'écouter avec mon cœur et voilà, je te laisse la parole. Continue-nous ton cheminement. Yes, merci. J'hésite à comment je vais finir mon segment. Enfin, ouais, mais ouais, c'est ça, je vais peut-être plus m'attarder justement à la maison Jean Lapointe, tu sais, on est reçu, puis c'est vraiment un endroit, n'importe quelle thérapie, là, je veux dire, ça a été le fun de me déposer puis qu'on prenne soin de ma santé mentale, genre chose qu'on n'avait jamais faite avant, genre tu sais, d'avoir accès à des ressources qui sont vraiment, qui connaissent la maladie de la dépendance, mais aussi d'autres maladies, puis tu sais, qui, pour une fois, t'as pas à t'obstiner tu sais, c'est vraiment eux qui disent quoi faire en soi, là. Puis là, bon, il y a certains diagnostics qui sont ressortis, mais c'est correct, tu sais, puis c'est ça, au début, ça a créé énormément de frustration, parce que autant que les lunettes, tu sais, je veux dire, moi, je suis arrivée à la maison Jean Lapointe, là, tu me serves, là, je sautais, là, partout, là. Je veux dire, j'étais comme ils m'ont appelé d'ailleurs la sauterelle, là. Genre, je sautais, je courais, j'étais genre, puis on peut pas faire de sport, là-bas, là. Fait que pendant les marches, j'étais comme, yeah! Genre, tu sais, j'arrêtais pas, j'avais tellement d'énergie. Puis j'étais comme concentrée, puis tu sais, vraiment comme une enfant. C'est comme si je retournais carrément au primaire, ou je retournais au moment où j'ai commencé à consommer à 11 ans, mais comme sans médication, là. Puis tu sais, comme en craving, là, forcément. Fait qu'en tout cas, là, ils m'ont genre réglé ça, là, mais... tu sais, mais c'est ça, c'était juste vraiment, vraiment le fun de se sentir, pour une fois, pas comme pris avec moi, ok, t'as des problèmes, règle-les tout seul, tu sais, comme t'es pris en charge. Tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis après, moi, j'ai poursuivi la thérapie qui dure 3 semaines avec une thérapie externe, soit d'une travailleuse sociale, tu sais. Puis, tu sais, juste pour revenir un petit peu avant au perfectionnisme malsain, puis à toute la pression sociale et tout ça, tu sais, que j'expliquais en début de cette émission-là, avec cette travailleuse sociale-là, on a fait le travail de, justement, écrire tous mes objectifs de vie que je veux faire. Ça, je le recommande à tout le monde qui est comme... Moi, je vivais beaucoup d'impatience par rapport à mes objectifs à moi. Tu sais, on dirait que je voulais tout faire aujourd'hui, tu sais, le tout de suite à... Je sais pas si je peux le dire, là, mais c'est ça. On l'a compris. Ouais, exactement, là. On l'aura compris. Mais tu sais, c'est ça, j'avais ça, puis c'est pour ça explique que j'arrivais comme jamais à aller me coucher, puis que je voulais comme consommer pour continuer d'atteindre mes objectifs. Tu sais, je voulais... une famille, un immeuble, un building, une business avec 10 employés, tout ça aujourd'hui, là, avant d'aller me coucher. Écoute, pas de break, la fille. Fait qu'à un moment donné, tu sais, bon, avec ma travailleuse sociale, on a fait justement cet exercice-là, d'écrire les objectifs et de les disperser à travers un échéancier qui est réaliste. C'est comme tellement simple comme mot, mais si difficile à mettre en place, comme, puis de regarder après cet échéancier-là d'objectifs, puis de se demander, est-ce réaliste? Tu sais, puis est-ce que tout ce que j'ai mis dedans fait du sens? C'est-à-dire, est-ce que, mettons, je sais pas moi, d'atteindre tel objectif avant d'atteindre tel autre objectif fait du sens? Tu sais, de comme se faire challenger par rapport à ça. Puis on dirait que juste d'avoir mis ça sur papier, puis comme une espèce de vision board, mais vraiment plus concret, sur comme 5 ans, genre, ça m'a tellement donné de la paix intérieure, de savoir que chaque jour, je fais la bonne affaire. Puis c'est drôle, mais qu'est-ce que je relève de ça? C'est que si je reste sobre, puis que si je reste dans mon programme, puis que si je fais attention à moi, puis que si je me lève le matin et que je fais ce que j'ai à faire, ben ça va arriver. Mais comme, calme-toi, là, à un moment donné, là. Genre, ça peut pas tout arriver maintenant, tu sais. Puis je le vois encore, l'impatience, c'est un de mes plus gros défauts que j'ai. Je pense que je m'en débarrasserai jamais, là, tu sais, quand j'ai fait les étapes, justement, c'était comme le premier en haut, je le vis à chaque jour, c'est un des défauts qui me fait le plus souffrir, là. Mais, vraiment, vraiment, tu sais. Mais bon, ça m'a vraiment aidé, ça, de faire ça, puis, tu sais, justement, je le vois que... Puis même mon impatience, tu sais, je l'avais mis dans mon échéancier que je ne voulais pas être avec personne dans ma vie avant 2 ans de sobriété, tu sais, ou avant, comme un certain moment, 1 an et demi. Mais même avant, moi, j'ai pas été comme... Comment je pourrais dire ça? Inaccessible de personne, tu sais. J'étais tellement impatiente que si quelqu'un m'approchait, que genre, j'étais quand même ouverte, mais non, tu sais,
sur ta feuille, t'as dit que tu fais pas avant 1 an et demi, puis tu t'as mis ça parce qu'il y a des raisons pour ça, tu sais. Mais anyway, il faut combler son vide à un moment ou à un autre. Puis il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie justement trop tôt, puis que j'étais pas prête encore, puis que, tu sais, sûrement avec beaucoup de bonnes intentions, quoi que ce soit, il a vu que j'étais pas prête non plus, puis il a juste quitté la relation, tu sais, ça a été super correct, là, je veux dire, il y en a pas de problème, mais moi, ça m'a fait rejeter ça, parce que j'avais encore des choses à régler de mon côté, tu sais. Fait que là, je vais avoir comme... J'ai eu mon 3 mois, je vais avoir 4 mois, mais c'est ça, j'ai comme rejeté une fois à cause de ça, justement. Mais pas à cause de ça, mais... Puis, tu sais, cette rechute-là, pour moi, je la vois vraiment comme... Puis, je sais pas comme de où je veux m'en aller pour la fin, là. Je me sens un peu rushée, je sais pas combien de temps qu'il me reste, mais... Il te reste, mettons, 8 minutes. Ah, OK, ça va, je pensais qu'il me restait genre 2-3 minutes. OK, mais... 5 minutes. Ouais. Ah! Mais non, c'est correct. Ouais, on a 10 minutes, 3 minutes. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment correct. 4 minutes. Bon Dieu, okay. Let's go. Ouais, exactement. Vas-y. Ouais, je vais y aller. Mais tu sais, justement, avant ma rechute, puis dans cette relation-là, je me suis vue aller que j'avais des... tu sais, j'avais tendance à moins faire de meetings, j'enlève les meetings, j'ai eu des implications, là, tous les mois de mon rétablissement, sauf le mois avant ma rechute, je veux dire, à un moment donné. En fait, non, j'ai rejeté une fois sur les médicaments puis une fois sur l'alcool et le reste, là. Mais les 2 fois où j'ai rejeté, c'est vraiment parce que j'étais pas impliquée. Je faisais beaucoup moins de suivi avec ma marraine. Tu sais, comme, j'étais pas dans mon programme, là. Fait que c'est tellement important de, comme, justement, tu sais, s'impliquer. Mon Dieu, c'est genre l'affaire la plus importante, comme, ever, là, je pense, là. Qu'on dirait que quand je suis pas impliquée, j'oublie, tu sais, que j'ai eu une maladie, puis je le vois dans ma tête que ma vieille folle, elle prend plus d'espace, tu sais. Avoir un contact conscient avec ma puissance supérieure, soit ma marraine, tu sais, ça peut être n'importe qui, ta puissance supérieure, là. Moi, c'est ma marraine, puis justement, on se donne des défis quotidiens. Donc, aujourd'hui, je m'engage à t'envoyer ma 10, c'est-à-dire mon inventaire quotidien. À chaque jour, on fait ça. Si j'y envoie pas, c'est pas grave, mais à chaque jour, j'ai écrit « Je m'engage ce soir à t'envoyer ma 10 », tu sais. D'y aller vraiment un jour à la fois, puis là, ça va faire 3 mois qu'on le fait. Wow. Je m'en rends même pas compte, tu sais, parce qu'on y va un jour à la fois. C'est ça, ça l'a comme vraiment switché. On dirait que je me mettais une grosse pression justement à la 10, j'en fais pas, mais aujourd'hui, je m'engage à la faire. Ça a été un cadeau, puis ça me garde vraiment ancré dans mon programme, là. Qu'est-ce qui m'aide aussi? Ben c'est ça, tu sais, l'implication dans les meetings, de faire des meetings, d'avoir un meeting d'appartenance, de maintenir ma routine aussi, là, tu sais, ça peut paraître con, mais de changer ma routine, tu sais, je le vois comme que ça débalance certaines choses. Puis, c'est ça, là, de me garder, tu sais, toutes ces choses-là, en fait, le fait de faire des meetings, le fait de parler à ma marraine, le fait d'être impliqué, ça me garde spirituellement comme connectée, là. Fait qu'on dirait que quand il se passe quelque chose dans ma vie, je le vois pas comme une attaque directe à ma personne. Tu sais, je le vois vraiment comme, c'est dû pour arriver. Tu sais, fait que je suis beaucoup plus sereine par rapport à ce qui se passe parce que je suis dans mon programme. Puis ça m'empêche de rejeter, dans le fond, parce que je le prends pas personnel, en fait. Fait que c'est ça. C'est comme tout, des petits trucs, mais ça demande du travail, mais c'est tellement le fun une fois que t'as les 2 pieds dedans, puis que, tu sais, la boule d'anxiété que j'avais, tu sais, toute ma vie, l'espèce de boule d'anxiété de trouver de la consommation, tu sais, d'être pas assez, de comme, tu sais, toute cette boule d'anxiété-là, moi, quand je suis dans mon programme, je l'ai pas, ça, tu sais. Je l'ai pas, cette boule d'anxiété-là. Je le sais que je fais la bonne chose, je me lève, puis je suis pas anxieuse. C'est-tu beau? Ça a pas de bon sens, là. Cette espèce de boule-là, elle est genre partie, tu sais. Puis je le sais, à chaque fois, 3 jours, 4 jours, pas de meeting, elle revient, tu sais. Là, je le sais, j'ai comme, Puis là, si j'ai cette boule-là d'anxiété, puis arrive un élément extérieur dans ma vie, ben là, ça explose, forcément. Fait que, tu sais, c'est ça, de se maintenir un petit peu à travers ça. Même le fait de vouloir partir voyager, tu sais, comme, ouais, je vais aller là-bas, tu sais, un voyage imprévu, là, ça, c'est dans mon pattern de fuite, tu sais, faut que je fasse attention, faut que je le vois comme un signe de comme, hey, là, t'as peu, girl, t'es pas aligné avec tes affaires, là. Tu sais, c'est correct de voyager, tu sais, prévu, tout ça, c'est chill. Mais tu sais, de vouloir partir, c'est c'est le gros, voyons, dans un gros voyage backpack last minute, là. Anyway. Donc, je suis bien heureuse d'avoir entrepris le voyage des alcooliques anonymes. Je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tout le monde d'embarquer aussi. Merci, Karel. Ouais, j'ai plein de frissons. Merci. C'est tellement, je pense, en plus, t'as 3 mois, là. 3 mois,
T'as fait t'as-tu parlé d'appartenance au début? T'as-tu ton meeting d'appartenance? T'as-tu une place où tu vas puis tu te sens bien? Oui. En tout cas, je te souhaite grandement de rester avec nous. On a besoin de toi. T'es tellement une belle personne. On a besoin de toi. Ah, ça, c'est certain. Tu vas tellement aider de personnes, tu sais pas comment. Puis je suis sûre que juste à l'écoute de l'émission, t'as aidé énormément d'alcooliques qui souffrent encore. Et puis avec tout ce que t'as expliqué, tu vas rejoindre beaucoup de monde. Merci tellement d'avoir été là. Tu me touches beaucoup. Alors, merci pour ton beau partage. Je tiens à remercier tout le monde, tous les participants à l'émission, notre invité, bien sûr, Karel, nos auditeurs, merci d'être là, je vous aime beaucoup, merci d'être à notre écoute, et puis l'équipe, nous avons même aujourd'hui avec nous en salle d'enregistrement Normand, on a aussi Alain à la console, merci d'être là, mes amis, je pourrais dire. Ici votre animatrice Isabelle, et puis je vous souhaite une super belle semaine. Prenez soin de vous, et puis à très bientôt.